Ils ont trouvé les yeux sur l'escalier, pas dans les orbites où ils auraient dû être, mais posés soigneusement comme des offrandes deux perles pâles, fixant le vide depuis une flaque de sang, comme si, même dans la mort, les sœurs Papin voulaient être vues. Le Mans, France. Une ville noyée sous un ciel gris et de vieilles pierres, où le temps semblait traîner les pieds comme un mendiant en hiver. Et dans une rue étroite, aussi rue Bruyère, se dressait la maison des Lancelins haute, étroite, respectable. Le genre de maison où les rideaux sont toujours tirés juste assez pour voir sans être vus, et où l'écho des pas dans le couloir était aussi sacré que la parole de Dieu. À l'intérieur, Christine et Léa Papin y vivaient depuis presque 7 ans. Bonnes, servantes, ombre. Leur présence n'était pas accueillie, mais tolérée nécessaire, comme la plomberie. Elles étaient responsables de tout. Cuisiner, nettoyer, coudre, récurer, repasser, porter les boîtes à chapeau de madame, essuyer la boue sur les bottes de monsieur, et écouter, toujours écouter, la langue acérée de madame. Christine, l'aînée, était vive à sa manière. Pas instruite, mais perspicace. Silencieuse, intense. Son regard durait toujours un peu trop longtemps. Ses humeurs restaient froides, puis débordaient soudainement comme une casserole oubliée sur le feu. Mais elle faisait son travail impeccablement. Madame l'avait même reconnue. Pour une paysanne, avait-elle dit un jour à une amie, Christine est plutôt maligne, peu, être même trop. Léa, plus jeune de 7 ans, était plus douce. Elle parlait rarement à quelqu'un d'autre que sa sœur. Elle se déplaçait comme si elle devait s'excuser d'exister. Ses yeux cherchaient toujours ceux de Christine, comme un chien attendant une approbation. Leur chambre sous les combles exigus, froide, meublée à peine, était tout l'univers qu'elle connaissait. Elle dormait dans le même lit, bien qu'il y en eût 2. Et chaque nuit, Christine lui brossait les cheveux en lui murmurant à l'oreille, longtemps après que les lampes se soient éteintes. Les Lancelin René, Léonie et leur fille Geneviève occupaient les étages inférieurs. Petite bourgeoisie rigide, ils vivaient dans une retenue raide et s'accrochaient à leur statut social comme à une armure. Madame Léonie, en particulier. Une femme faite d'angles, connue pour sa voix aiguë et ses migraines incessantes. Son mari, plus réservé, préférait le cercle privé du club ou les promenades solitaires. Geneviève, pâle et correcte, parlait comme si elle avait peur de ses propres pensées. Elle observait les bonnes comme des insectes derrière une vitre. La tension était là, suspendue dans l'air, épaisse et muette. Une tension de classe, une pression qui montait lentement derrière les portes closes et les sourires polis. Jour après jour, la même chose. Les mêmes pas, la même poussière, la même eau glaciale dans les bassines en fer blanc, les mêmes remontrances. Pour Christine, cela la rongeait. Elle, qui avait autrefois rêvé d'être religieuse ou secrétaire, en était réduite à astiquer les rampes d'un escalier pour une femme qui ne la regardait même pas. Christine avait été une enfant. Elle avait déjà souri. Mais les années de servitude avaient fait d'elle autre chose, quelque chose d'immobile, en ébullition. Et puis il y eut le fusible. Une broutille, un fer à repasser qui court-circuite, et le fusible qui saute. Les Lancelin revinrent ce soir-là sous la pluie, agacés que les lumières du couloir soient éteintes. La migraine de madame éclata. Elle se mit à hurler, pas seulement à Christine, mais à travers elle, à propos de la poussière, du silence, de l'ingratitude des classes inférieures. Sa fille s'en mêla, répétant, jugeant. Les insultes pleuvaient comme du vinaigre. La mâchoire de Christine se serra. Et puis madame leva la main. Ce fut la fin. L'étincelle. Christine bondit. Sans hésitation, sans prévenir. C'était comme si la tempête avait toujours été là, tapie dans ses os, et qu'elle éclatait enfin à travers ses poings. Elle repoussa madame avec violence. Geneviève hurla. Une cruche en étain fut la première arme.
Christine l'abattit sur le crâne de Geneviève. Un bruit de fruits éclatait. Le sang gicla en fine brume sur le papier peint. Geneviève s'effondra, sonnée mais vivante. « Léa !» La voix de Christine claqua comme un fouet. « Les couteaux !» Maintenant. Et Léa obéit, comme un rite, comme quelque chose souvent répété dans des rêves. Des lames de cuisine, de l'acier froid dans des mains brûlantes. Elles poignardèrent, lacérèrent, elles arrachèrent. Les yeux furent crevés à main nue, d'abord ceux de Madame, puis ceux de Geneviève. Les dents éclatèrent comme du verre. Geneviève tenta de ramper, gémissante, une main tendue, mais Léa la plaqua comme un insecte, en murmurant « Christine m'aime », avant d'abattre la lame encore. Et encore, elles ne s'arrêtèrent pas une fois les femmes mortes, elles mutilèrent. 30 blessures au visage, les jambes défigurées, les crânes étaient pâteux, noirs de sang. L'horloge de la salle à manger s'arrêta à 18h30. La maison était silencieuse. Il y avait des nuits, dans le grenier, où le silence poussait des dents. Pas celles qui mordent, mais celles qui s'enfoncent lentement, insupportablement dans le crâne, comme un murmure qui ne finit jamais. Christine se redressait, dans le noir, les mains crispées dans les draps, les yeux écarquillés, absents. Elle entendait la maison respirer. Les ronflements de Madame, 2 étages plus bas, le clic discret de l'interrupteur de Geneviève, le poids des plafonds les séparant comme des couches de peau vernie. « Nous sommes des fantômes pour eux », murmura un jour Christine, la voix plate, creuse. Des choses mortes qui cuisinent, nettoient et disparaissent quand ils clignent des yeux. Et Léa douce, muette Léa, tourna son visage contre la cuisse de sa sœur et répondit doucement « Je préfère être ton fantôme que leur chien ». Les mots étaient doux, mais ils se plantèrent dans la poitrine de Christine comme une lame. Cette nuit-là, elles se serrèrent un peu plus fort, comme si l'amour pouvait devenir une arme assez tranchante pour faire saigner le monde. À l'étage, les sœurs se lavèrent. Elles se nettoyèrent calmement. Christine saignait légèrement d'une coupure au pouce. Léa l'enroula d'un pansement. Elles se glissèrent dans leur lit, toujours nues, et tirèrent les couvertures sur elles comme des enfants se cachant du tonnerre. En bas, les cadavres refroidissaient dans des mares de sang grandissantes. René Lancelin rentra ce soir-là et trouva les portes verrouillées de l'intérieur. Pas de réponse. Le soupçon devint peur. On appela la police. Ils forcèrent l'entrée. Et ce qu'ils découvrirent dans le salon fit vomir un agent sur place. Les femmes étaient méconnaissables. Plus d'yeux, plus de dents. Les visages déchiquetés. À l'étage, ils trouvèrent les sœurs Papin allongées côte à côte. Christine leva les yeux et dit, sans aucune peur, « C'était elle ou nous. » En prison, Christine perdit pied. Elle ne parlait que de Léa. Lorsqu'on les séparait, elle hurlait pour elle. Elle cessa de s'alimenter, refusa de s'habiller, tenta de s'arracher les yeux. Les médecins appelèrent cela une folie à deux, une psychose partagée. Ils dirent que les sœurs s'étaient nourries de leur propre délire trop longtemps, dans l'obscurité de ce grenier. Christine affirma que c'était une justice divine, que Madame l'avait frappée la première, que leur amour devait être protégé. Léa, elle, ne disait rien. Elle regardait le sol, attendant toujours la voix de Christine. Pendant le procès, Christine confessa tout, avec un calme glacial, sans remords, sans excuses. La salle d'audience était suspendue à ses lèvres, à la fois horrifiée et fascinée. Des femmes s'évanouirent, des hommes chuchotèrent. Était-ce une guerre des classes? Un amour interdit? Un inceste? Une folie? Ou simplement une horreur qui défiait toute explication? Christine fut condamnée à mort par guillotine. Plus tard, sa peine fut commuée en réclusion à perpétuité. Mais la vie ne dura pas. Elle refusa de manger.
En 1937, elle mourut. Certains dirent que c'était de langueur. D'autres parlèrent de chagrin d'amour. D'autres encore pensent qu'elle s'est laissée mourir. Léa, elle, fut condamnée à 10 ans. Elle en purgea 8, puis disparut. Certains disent qu'elle s'installa à Nantes et travailla comme femme de chambre. D'autres, qu'elle entra dans un couvent. D'autres encore affirment l'avoir vue errer dans un cimetière du Mans, parlant à des ombres. Les sœurs Papin devinrent une légende. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir analysèrent l'affaire comme le symptôme d'une oppression sociale et d'une déshumanisation. Jean Genet en fit de l'art. Des films comme La Cérémonie et Sister, My Sister réimaginèrent les meurtres. Dans ces récits, Christine devient une martyre de la folie. Léa, un fantôme dans l'ombre de sa sœur. Mais la vérité? Elle pourrit encore dans les murs du 6 rue Bruyère. 2 femmes, enfermées dans un système qui les traitait comme des meubles. 2 esprits fondus en un seul, un lien scellé par le sang. Elles n'étaient pas des monstres, elles étaient des miroirs. Et ce qu'elles ont reflété, ce n'était pas seulement l'horreur, mais l'abîme entre ceux qui servent et ceux qui sont servis.